que de parler de Figma, justement, c'est d'ouvrir ces discussions. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un événement avec le sujet du dev ce soir, parce qu'on est avant tout designer, et Figma, c'est un peu un prétexte pour nous pour élargir les problématiques et discuter de tout ça. En parallèle de cette communauté d'entraide, on doit et on va réaliser au moins un event par trimestre. Alors aujourd'hui, c'est notre premier event. C'est un sujet où vous verrez de près un peu classique. Peut-être que ce sera pas toujours comme ça. Peut-être qu'il y aura des moments plus collaboratifs aussi. On vous tiendra informé. Mais la meilleure manière d'être tenu informé de ça, c'est de s'inscrire sur friends.figma.com/Paris. Sinon, on a d'autres réseaux sociaux. On a LinkedIn sur lequel on intervient très souvent. On a aussi Twitter. Et bientôt, on aura notre chaîne YouTube et Insta, à savoir que cette session est enregistrée et que vous pourrez la retrouver sur YouTube dès demain, je pense. Donc, ceux qui arrivent en retard ou qui arriveront en retard pourront regarder. Voilà pour FOF Paris. Maintenant, on va commencer dans le vif du sujet. Alors, je les présente. Il y a Hitch, donc c'est un service de VTC français que vous connaissez certainement. On peut aussi les appeler le Uber, le Uber français. Il y a Elodie, Julien et Angie, donc 2 designers et un développeur qui vont nous présenter comment se déroule un projet de A à Z et comment ils font pour se coordonner le travail, quels outils ils utilisent. Et ensuite, il y aura Andrea de Luego. Luego, c'est une start-up qui a pour but d'aider justement les start-up à avoir un process fluide dans leur financement, leur facturation, leur comptabilité. Et il va nous dire comment, lui, parce qu'il est fondateur, designer et développeur, il arrive à gérer tout ça et à répartir bien ses tâches pour réussir à vivre avec son activité de designer et de développeur. En parallèle de ça, je vous ai parlé de Slido tout à l'heure, donc c'est un endroit sur lequel vous pouvez poser des questions et après chaque session, on reviendra sur les questions que vous avez posées, on se donnera 10-15 minutes pour y répondre avec Hitch et Andrea. Donc pour y accéder, j'imagine que quelqu'un a peut-être mis le lien dans le chat. Oui, je l'avais mis, mais je vais le remettre encore une fois. Super. Il est tout en haut, du coup. Pour y accéder, vous allez sur ce lien. Je vais le faire en live. Alors, non, ça vous verrez pas. Mais en gros, il y a un système de questions-réponses. Vous pouvez voter sur les questions qui vous intéressent, poser vos questions et on va manager ça en parallèle des présentations de Hitch et Luego. Est-ce que tout va bien? Alors, je m'adresse à mes collègues connectés. Nickel. Ok. Du coup, je laisse la parole à Hitch qui va faire sa presse sur le projet de A à Z. Bonsoir à tous. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la présentation? On va dire que oui. Très bien, parfait. Et bien déjà, merci de nous avoir invités pour ce premier événement de Friends of Figma. Ce soir, on est 3 pour représenter la team Hitch. Donc, avant de vous parler d'un projet concret, on s'était dit que c'était important que vous vous rendiez compte un peu de la taille de notre équipe. On a la chance de ne pas être une si petite équipe que ça. Notre équipe produit est répartie en plusieurs squads. Donc, il y en a qui appellent ça des tribus, etc. Donc, nous, c'est des squads qui s'occupent de différentes parties en fait du produit. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons différents profils par squad. Donc, je n'ai pas mis j'ai pas mis les product managers, l'équipe data, etc., ni les développeurs back-end, vu qu'aujourd'hui, on va surtout parler de l'aspect front, mobile et des designers. Et du coup, en ayant une équipe avec ce nombre de membres, on est obligé d'avoir quand même une méthode assez construite pour créer justement des expériences qui soient cohérentes, que ça vienne de tel ou tel designer ou de tel ou tel squad. Donc, on va déjà parler de notre boîte à outils. Parce qu'on a quand même beaucoup d'outils qui sont répartis pour les designers, les développeurs, on en a certains en commun.
Uniquement pour la partie design, on utilise Miro. Donc ça, c'est vraiment notre tableau blanc virtuel pour animer nos différents workshops. Ensuite, on a la partie plus test utilisateur. Donc pour les prototypages avancés, on va utiliser Protopie. Sinon, on va utiliser un autre outil qu'Angie va vous dire tout à l'heure. Et en ce moment, les tests à distance en asynchrone, c'est très, très pratique quand on ne peut plus faire de guérilla tests comme aujourd'hui. Et donc, nous utilisons Maze. Airtable, c'est plus pour concentrer tous nos résultats de recherche. Donc, on a deux visions pour nos résultats de recherche. On a la vision macro plus sur Figma et micro sur Airtable. Donc, ça, c'est tous les atomes de notre recherche qu'on va stocker sur Airtable. Mais ça, on va le voir dans notre case study. Donc, bonsoir. Donc, moi, je vais parler des outils qu'on partage entre les designers et les développeurs. Évidemment, tout se passe sur Figma. C'est là qu'on va retrouver nos personas, nos user journées. C'est là qu'on va faire les mises à jour aussi, après la user research. On va trouver aussi la library, du coup, les design systems. Évidemment, on trouvera les itérations design et les échanges entre designers, pro managers et développeurs. Et c'est là qu'on va aussi faire le prototype pour tester. Ensuite, on a aussi Notion. Et sur Notion, on va trouver les spécifications produits. Donc, par exemple, les parcours à faire pour les devs. Et c'est là qui va leur permettre, en fait, d'avoir une estimation des temps assez précise. Et pour nous, les designers, en fait, c'est là qu'on va trouver les parcours vraiment définis pour pas avoir des oublis, par exemple. Et on va trouver aussi sur Notion les bilans des résultats de recherche. Donc, encore une fois, par rapport aux sondages, aux interviews avec les utilisateurs, donc la user research. Ensuite, on a Slack. Donc, c'est tous les échanges écrits qu'on peut avoir. Donc, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a un channel par squad, comme Elodie le disait. Et on a aussi un channel par projet. Donc, ça veut dire qu'il y aura plusieurs projets qui appartiennent à la même squad, par exemple. Mais comme on organise un peu mieux les échanges écrits. On a aussi Zoom, évidemment. Donc, c'est là qu'on aura les échanges verbaux, les workshops et réunions. Comme Elodie disait, on utilise Miro, par exemple, pour les workshops. Et c'est avec Zoom qu'on peut faire ça, en fait. On partage l'écran. C'est là qu'on va aussi partager l'écran pour regarder des flows ou des parcours sur Figma, etc. Et finalement, on a aussi Jira. Donc, c'est là qu'on va trouver les user stories. Il y a les tâches niveau du côté dev pour les sprints. Mais dans ma squad, les user stories, il y a aussi un côté design. Donc, ça va nous permettre, en fait, de pouvoir estimer plus précisément les temps passés ou les temps dédiés pour un projet ou un sprint spécifique. Pour design et dev, évidemment. Et on a les QA et bug tracing. Donc, voilà par rapport à ce que je partage. En ce qui concerne le développement, on utilise des outils plutôt classiques, principalement des environnements de développement, donc Visual Studio Code pour tout ce qui est développement web, Xcode pour les développeurs iOS, Android Studio pour les développeurs Android. Il y a juste l'équipe web qui utilise Storybook pour stocker tous les composants du design system. Donc ça permet après d'explorer, de voir toutes les combinaisons possibles des composants qui ont été écrits. À Itch, on utilise un design system qui s'appelle Flamingo. Quand je suis arrivé à Itch il y a à peu près 3 ans, franchement, c'était un petit peu le bazar dans le code. C'est-à-dire qu'on avait 50 nuances de rose, on avait 50 façons de créer des boutons. Et au moment du redesign de l'appli, on s'est dit avec l'équipe design que ça serait intéressant d'avoir un design system, donc une véritable librairie de composants réutilisables qui serait ISO Figma code. C'est-à-dire que, par exemple, un bouton qui est designé dans Figma, on a son exact équivalent, quelle que soit la plateforme. Donc, si j'ai besoin demain d'implémenter un nouvel écran qui contient ce bouton, j'ai juste à prendre ce composant sur étagère et à l'intégrer à mon écran. Si j'ai besoin d'un style de texte particulier, même chose, je le prends et je l'intègre à mon écran.
Si vous voulez plus d'informations sur notre design system, on avait fait une conférence il y a à peu près 1 an et demi avec Julien Pelletier, qui est parmi nous ce soir et qu'on embrasse, bien sûr, pour parler de ce design system. Donc, c'était dans le cadre du Meetup Design System France. Et vous comprendrez mieux pourquoi on a choisi d'utiliser un design system et comment on l'a mis en œuvre. Quelque chose d'important dans le design system, c'est le versionning. Aujourd'hui, on est rendu à la version 2.0 de Flamingo, mais on peut travailler en parallèle sur de nouvelles évolutions de ce design system. Donc, par exemple, on peut avoir une branche 3.0 sur laquelle on va faire évoluer les composants, mais on peut aussi avoir une branche 2.0 sur laquelle on va venir faire des améliorations ou des bug fixes. Donc, tout ce code est stocké sur GitHub. On utilise un outil qui s'appelle Jetpack et qui va régulièrement compiler le code qui est présent sur GitHub pour fournir une version de la librairie à jour et qui va être qu'on va pouvoir utiliser dans toutes nos applications. À droite, vous avez un outil qui est assez essentiel dans notre fonctionnement, c'est le Flamingo Sample. Le Flamingo Sample, c'est une application Android à part entière qui contient tous les composants qui ont été développés design system sur Android. Donc ici, je vous ai représenté l'écran Buttons qui contient toutes les variations de boutons que l'on peut retrouver au sein de l'application Itch. C'est à la fois utile pour les designers, ça leur permet de savoir ce qui a été implémenté et aussi de faire de la QA. C'est indispensable aussi pour les développeurs qui, pendant la phase d'implémentation de ces composants, va utiliser cette application pour développer les différentes variations. Ça fait également office de documentation pour les développeurs, c'est-à-dire que demain, si on me demande d'implémenter un écran qui contient un bouton de type secondary, je vais juste aller voir dans le Flamingo Sample comment on utilise un bouton et comment on le stylise pour avoir cet effet secondary. Cette application est elle-même versionnée, donc il est possible sur un téléphone d'avoir à la fois le Flamingo Sample 1.0 qui correspondra au Design System 1.0, mais aussi une version 2.0 du Flamingo Sample pour voir les différences de look and feel de chacun des composants. Je vais laisser Angie vous parler de l'organisation de Figma maintenant. Oui, donc du coup, en gros, nos outils, ça fonctionne en pyramide. Donc, c'est qu'on trouve en haut, c'est un peu la base. Donc, par exemple, en haut à gauche, il y a Flamingo Foundations. Donc, c'est là qu'on va trouver les couleurs, les typographies, les polices, les styles de texte, les icônes. Et ensuite, on a découpé par plateforme les deux Flamingo App. Donc, c'est l'app mobile, iOS et Android. Et on a Flamingo Web. Donc, dans chaque library, on va trouver des composants qui sont pertinents par rapport à chaque plateforme. Et Flamingo Web, pardon, du coup, c'est les sites web pour les chauffeurs. Ensuite, du coup, on a les produits finis qui ont été découpés par un parcours utilisateur. Donc, c'est là qu'on va trouver, par exemple, le login à sign-up, les parcours passagers et les parcours chauffeurs. Donc, ça, on appelle des masters ou des dossiers de référence, en fait. Et du coup, pour passer à la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu de comment on travaille plus spécifiquement avec un case study. Donc là, du projet duquel on va parler, c'est la refonte du parcours pre-order. Donc, en gros, la problématique de ces projets, c'était qu'on voulait pouvoir permettre aux passagers de faire leur demande des trajets plus rapidement. Donc, ça veut dire d'arriver aux confirmations ou
récapitulation de la commande très rapidement et pouvoir passer à la course les plus vite possible. En fait. Donc, je vais laisser Lodi commencer à parler du côté research and design. Ouais, donc, notre projet, on l'a découpé en 3 phases. Donc, la première partie, donc, c'est aussi partie de la partie design, hein, c'est la recherche. Donc, on a différentes méthodes de recherche. Du coup, il y en a une, par exemple, peut-être certains n'ont pas justement, c'est qu'on a la chance d'aller au Hitch Café, qui est un endroit justement où les chauffeurs viennent nous voir des fois pour mettre à jour des documents, pour s'inscrire, etc. Donc ça nous permet aussi de les interroger, de faire des interviews, de faire des tests utilisateurs également. Donc dans le cadre du pré-order, de ce qu'Engie a fait, c'est qu'elle a justement fait des interviews et du guérilla test avec l'application actuelle pour identifier ce qui était à améliorer. Donc, à chaque fois que nous faisons une étude, on utilise justement 2 outils. Donc, Airtable pour saisir toutes les données de nos études, donc les microdonnées, donc ce qu'on appelle les atomes. Donc, ça peut être les citations des utilisateurs, ça peut être le résultat d'une question à un questionnaire. Et on tag, du coup, on met des tags sur ces citations pour que ces données ne servent pas uniquement au projet, mais aussi aux autres projets des autres équipes produits. Donc ça, c'est pour la vision micro. Et pour la vision macro, on met aussi à jour nos personas et nos user journey. Comme ça, n'importe quel membre de Hitch peut savoir quelle est l'expérience utilisateur qu'on a actuellement et qui sont nos utilisateurs. Donc ensuite, on passe à la partie idéation. Donc évidemment, ça se passe sur Figma. Justement pour ces projets, la refonte de la pre-order, on a passé du coup pour une partie d'itération, donc ça veut dire qu'on a exploré différents parcours, différents, on va dire, de design pour arriver à trouver une solution pour la problématique. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté ça aux stakeholders qui ont été investis, on va dire, dans ces projets. Donc là, notamment, c'est les product managers et quelques personnes du côté marketing, par exemple. Et une fois qu'on a recopilé ces feedbacks, et ah oui, j'ai oublié une chose qu'on fait aussi dans la team design, un meeting qui s'appelle Design Critique. Donc, par exemple, moi, de mon côté, quand j'aurai fini un parcours idéal, entre guillemets, de ces projets pre-order, je vais les présenter au reste des designers. Et eux, de leur côté, ils vont me donner des feedbacks par rapport à ça. Donc, ça sert du côté UX, UI. Et avec tous ces feedbacks du côté des stakeholders et des designers, on fera des modifications qui vont nous amener du coup à la phase d'après, qui ça sert le prototypage en fait. Et donc, c'est dans la phase de prototypage qu'on va vraiment passer au test utilisateur. Donc, les prototypages, on les fait aussi sur Figma, si c'est des tests assez simples. Sinon, comme Elodie disait, il y a Protopie aussi qu'on utilise pour des animations qui sont un peu plus complexes, on va dire. Mais du coup, pour ce projet en concret, c'était sur Figma que ça s'est passé avec Mace et Guerrilla Testing, donc c'est-à-dire qu'on les faisait en live aussi. Donc, pour toutes ces phases-là que j'ai parlé du coup d'itération et prototypage et animation, ce qui était bien, c'est que Julien, du coup, il a été inclus dès les débuts, en fait, dans la phase d'itération. Du coup, ça nous permet d'identifier, on va dire, des problèmes techniques ou des oublis assez rapidement et de pouvoir passer entre les phases assez rapidement. Et un dernier détail par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on aura fait les tests utilisateurs et qu'on trouve qu'il y a des problèmes ou des modifications à faire, on va revenir en espèce de boucle dans la partie itération et refaire des prototypes jusqu'au moment où on est assez sûr et content en fait de la solution par rapport à la problématique. Donc ensuite, du coup, on va parler du design système en soi pour comment ça se passe au niveau design. Donc, ce qu'on a fait pour ces projets, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en haut à gauche, on avait les atomes ou les composants en fait de l'ancienne version, donc Flamingo 1.9. Et en bas, du coup, c'est les composants qui ont changé. Donc, ça, comment on fait? Du coup, on parle entre design et développement
pour communiquer en fait les changements entre les composants qui ont changé. Et ensuite, du coup, on va les mettre à jour sur Notion. Donc, sur Notion, ce qu'on va trouver, c'est une documentation pour Flamingo. Donc, là, on va avoir une introduction, une explication pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on va trouver dedans. Et plus spécifiquement, on aura les specs Flamingo pour les projets en cours. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir, il y a Flamingo App 2.0. Et là, on a tous les composants qui ont changé, en fait, et les statuts aussi. Donc, est-ce que c'est un cours qui a été assigné côté iOS ou côté Android? Et pour gérer, en fait, ces mises à jour entre design et dev, ce qui se passe, c'est qu'il y a un point qui se passe toutes les 2 semaines entre design et dev. Et il y a 2 leads. Donc, il y a un pro designer qui s'appelle Anthony, qui est entre nous aussi ce soir. Et Pierre, du coup, c'est 2 designers qui sont pris les leads du coup du design system. Et c'est eux du coup, qui vont parler avec les développeurs front pour gérer le mise à jour de chaque projet. Alors, la 3e étape et la dernière étape, c'est la phase d'implémentation. Alors, pour cette étape, je reçois un Notion avec tous les use cases à réaliser pour le projet. Donc là, par exemple, le premier use case, c'est drop-off of the first tape. Cette ligne, elle contient 2 choses importantes. La première, c'est le lien vers la tâche Jira correspondante et éventuellement les sous-tâches correspondantes. Et à gauche, le lien vers les frames Figma qui correspondent à cette fonctionnalité. Ensuite, chaque développeur a accès à Figma et utilise principalement l'onglet Inspect qui permet d'avoir des informations sur chaque composant de l'interface, comme la taille, la couleur, des styles de texte. On utilise aussi beaucoup l'arborescence des layers pour savoir quel composant a été utilisé dans l'implémentation Figma d'un écran. Sachant qu'on a essayé autant que possible d'utiliser les mêmes noms de composants entre le design system Android et le design system Figma. Donc, il est facile de se repérer et de comprendre quel composant utiliser dans quelle situation. Du coup, ce que vous avez pu voir, c'est qu'avec cette méthode, on gagne quand même beaucoup de temps. Donc, ce soit la partie, côté design, justement, on n'a pas à réinventer la roue à chaque fois. Le design system nous fait gagner énormément de temps et justement nous permet de nous concentrer sur d'autres tâches. Et côté développement, même chose. En fait, vu qu'on a les mêmes outils de référence, la même boîte à outils, les développeurs n'ont pas à implémenter de nouvelles choses à chaque fois et peuvent se concentrer soit sur un nouvel état d'un composant, soit sur la création de nouveaux composants. Autre résultat aussi, ça nous laisse plus de temps pour être plus créatif. Donc, on peut aller plus loin. Comme l'a dit Angie, justement, ça nous permet de faire plus de tests utilisateurs aussi. Donc, faire plusieurs itérations pour trouver une solution plus qualitative à la fin, avant implémentation côté technique. Et on essaye vraiment, ça c'est très important, de faire collaborer les designers et les développeurs dès le début du projet. Donc, la partie recherche, ça va être plus être fait uniquement côté design, mais tous les résultats vont être donnés aux développeurs pour qu'ils nous aident aussi dès la phase d'idéation et participer peut-être à proposer d'autres idées, peut-être plus faciles des fois à implémenter, et au moins valider la faisabilité technique dès le début. Donc, ça nous évite les mauvaises surprises qu'on peut avoir de temps en temps quand on commence à implémenter une solution et on se rend compte qu'au final, les délais ne tiendront pas. Donc, on limite les risques justement en collaborant dès le début ensemble. Après, comme toute méthode, comme tout process, tout peut être amélioré. Donc, nous rencontrons aussi des difficultés. Il y a des challenges qu'on essaye de résoudre. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On les regardera juste après. Mais du coup, vu que cette méthode-là nous fait gagner du temps
côté implémentation et design, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait de ce temps supplémentaire. Donc, soit on peut en allouer une partie pour être plus créatif et donc délivrer plus aussi de valeur à nos utilisateurs. Donc, par exemple, travailler un peu plus les interactions, etc. Ou soit on décide juste de gagner ce temps pour livrer les fonctionnalités plus rapidement. Donc là, par projet, il faut trouver la bonne balance en fait entre créativité et délivrer le plus rapidement les fonctionnalités. Ensuite, en tant que designer, il peut être parfois difficile de savoir sortir du design system. Donc, le design system, c'est un très bon outil pour pas réinventer la roue. Par contre, il ne faut pas se brider à chaque fois au design system. Il faut savoir justement quand créer de nouveaux composants pour garder toujours une créativité et répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Donc là, entre designers, on a chacun notre méthode. Certains vont commencer par designer les interfaces. Donc déjà, papier, crayon, tout le monde fait ça. Mais designer les interfaces avec le design system. Après, faire une autre interface totalement en dehors du design system et essayer de trouver un entre-deux pour pas perdre de temps justement sur l'implémentation. Après, comme vous avez pu voir, donc là, je viens parler pour la partie Android. On a aussi la partie iOS et web. Donc, on a plusieurs plateformes, plus une quatrième avec la maintenance du design system sur Figma. Donc, on a quatre, on va dire, canaux de design system. Donc, si on veut que ces 4 canaux soient similaires, il faut vraiment faire preuve de rigueur. Donc, dès qu'il y a un nouveau composant, il faut vraiment faire attention que ce composant soit mis à jour sur le fichier Figma commun à tous les designers, donc à notre librairie, et pas uniquement sur le Figma du projet. Mis à jour aussi côté iOS, donc les spécifications sur Notion soient très claires pour iOS et Android. Et ça nous arrive que des fois, justement, certains états ne soient pas implémentés à la même vitesse sur différentes plateformes. Donc, il faut juste que ça soit visible pour tous pour pas qu'il y ait de problème. Par exemple, quand un autre designer va prendre un autre composant qui a été fait par un précédent projet et qu'il soit au courant justement que ce soit pas encore implémenté. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur et c'est là où la team, l'équipe qui lead Flamingo est très importante et nous aide justement à garder cette rigueur. Donc, j'espère que ce case study vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, nous recrutons. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur notre site pour postuler. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu de pouvoir vous présenter ça. Et nous sommes prêts à répondre à vos questions s'il y en a. Merci. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Il y en a pas mal. Je vais commencer par la première qui a eu 7 votes. Alors, du coup, comment gérer les modifications entre Figma et Storybook? Avez-vous réussi en fait à automatiser le processus? Donc, pour l'instant, non. Justement, c'était un peu l'un de nos challenges, justement, garder une rigueur. C'est pas automatisé. On met à jour sur Figma. On met à jour le Notion et donc nos spécifications. Et ensuite, c'est implémenté sur Storybook. Donc là, ça fonctionne plus à la chaîne. Et donc, si on garde cette rigueur, ça fonctionne, mais il n'y a rien pour l'instant d'automatique. Ok. Alors, il y a une question, je pense que tu as répondu entre-temps. Comment vous gérez les modifications entre Figma et Storybook? Non, pardon. Vous prototypez directement graphiquement ou vous passez par une phase de Wireframing? Je pense que tu as répondu déjà, Elodie. Chaque designer, il a sa méthode, c'est bien ça? Oui, voilà. Ouais. Chacun a sa propre méthode. Je sais que moi, je commence toujours sur papier avec un crayon. Et après, vu qu'on a un design system assez avancé, on peut directement maqueter. Ok. Une troisième question. Pourquoi avoir fait une app Flamingo plutôt que d'être en fait sur Figma avec un fichier spécifique de design system? Donc là, je ne comprends pas bien la question. Je ne sais pas si tu peux la redire. Alors, pourquoi avoir fait une app Flamingo plutôt que d'être sur Figma avec un fichier spécifique du design system? La personne qui a posé la question, n'hésite pas en fait à enrichir la question sur le chat directement. On va passer sur une autre question. Peut-être que ce qui a
porter à confusion, c'est le côté app. Peut-être que Je pense aussi. Flamingo, c'est pas une app que vous avez Ah non, développée, pas on du est tout. d'accord. Pas du tout. En Voilà, fait, Flamingo, c'est c'est peut-être ça qui a semé le doute. voilà, non, c'est en fait, on a plusieurs fichiers Figma. On a, comme disait Angie, la foundation avec la couleur, les typos, les icônes, etc. Ce fichier-là est lié à 2 librairies Figma, donc Flamingo App, donc c'est un fichier Figma, et Flamingo Web qui est un fichier Figma. Donc tout cela, tous ces outils pour designers sont sur des fichiers Figma. Ok, merci. Alors, il y a une question qui demande en fait, est-ce qu'il y a un meilleur design system software que Storybook? Ça, je pense que c'est plutôt à Julien. Et 08 n'est-il pas meilleur que pardon. Ouais. Il y a la notion entre les deux. Ouais. Peut-être que vous pouvez expliquer, Julien, peut expliquer le pont et qu'il peut y avoir entre 08, Storybook, les différences, etc. pour ceux qui sont moins calés là-dessus. Alors, j'en ai aucune idée parce que, étant pas développeur web, j'utilise pas du tout Storybook ni autre chose. Et c'est pour ça que j'ai développé le Flamingo Sample. Parce que ça permet, comme le dit Jean-Charles dans les commentaires, de voir le rendu réel d'un composant. Donc, une fois qu'il a été développé, on peut le voir sur un écran de téléphone et constater, par exemple, qui fait la bonne hauteur, qui a le bon padding, les bonnes couleurs, le bon radius, ce genre de choses. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a sur Figma, finalement. C'est juste une représentation de ce qu'on a sur Figma, mais développé avec des lignes de code. Merci. Et désolé je voulais pas te tendre de piège. Pas de problème. Alors, il y a une autre question qui dit, avez-vous déjà testé Axure pour le prototypage? Oui. Ouais. Oui, alors le problème avec Axure, on pourrait très bien l'utiliser au lieu de ProtoPie, c'est juste que les interactions sont peut-être un peu moins, comment dire ça, fluides. En tout cas, moi, j'utilisais il y a très très longtemps. Par contre, c'était très poussé parce qu'on pouvait passer plein de paramètres, permettre plein d'effets, par exemple d'éléments sticky qui sont un peu plus proches de la logique de code qu'un ProtoPie. Après, c'est juste, il a fallu faire un choix entre des outils de prototypage et on a choisi ProtoPie, mais Axure pourrait très bien servir à ça. Après, je ne sais pas s'ils ont fait le matching avec Figma, parce que maintenant, on peut importer des fichiers Figma sur ProtoPie. Je ne suis pas sûre qu'Axure le permette, donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'export d'images. Okay. Et il y a quelqu'un qui demande dans la conversation si vous avez déjà fait des protos avec Figma. Mon Figma. Oui, bien sûr. Donc là, c'est ce qu'Andy disait. En fait, tous les 3/4 de nos prototypes sont faits sur Figma. C'est juste quand on a besoin d'interactions un peu plus complexes. Donc, par exemple, des éléments qui sont sticky à partir d'un certain, qui sont fixes à partir d'un certain niveau de scroll. Figma ne permet pas encore de faire ce genre d'interaction, chose qu'un ProtoPie permet. Donc, on attend juste que le prototypage soit plus avancé sur Figma pour faire que du Figma. Mais du coup, en attendant, on a ProtoPie à côté. Il y a Clara qui nous confirme qu'en fait, qu'on peut mettre les fichiers Figma dans Axure maintenant. D'accord, très bien. Alors, du coup, on revient. Depuis quand faites-vous de l'atomic recherche? Vous seriez-vous en fait de Airtable ou pour enregistrer vos data? Est-ce que vous trouvez ça efficace ou pas? Alors, l'atomic research, ça a commencé il n'y a pas très longtemps. Si je me souviens bien, c'est depuis avril, donc pendant le premier confinement. Donc, ce qui est bien, ce qui est puissant, c'est que on a quand même beaucoup de données plus qualitatives forcément, mais on met quand même les résultats de certains questionnaires sur Airtable. Donc quand on commence un projet, donc là par exemple pour le pré-order, ce qu'Angie avait fait, c'est qu'elle avait juste eu à filtrer certains tags qu'on a. Donc on a on a une librairie de tags en fait sur Airtable. Donc là je sais plus je crois que c'était, on avait un tag besoin de se déplacer, etc. Et donc, Angie avait déjà pas mal de citations d'utilisateurs pour voir s'il y avait des problèmes identifiés sur ce bout de parcours.
Donc, c'est puissant. Après, on n'a pas encore craqué, on va dire, cette solution pour que la maintenance du Airtable soit faite de façon à ce que ça ne prenne pas beaucoup plus de temps aux équipes. Donc, par exemple, la prise de notes directe sur Airtable est un peu compliquée. Donc, on est toujours obligé de passer soit sur Notion, soit sur Spreadsheet pour prendre nos notes. Et après, on fait un copier-coller sur Airtable. Donc là, on est aussi en train d'améliorer nos process pour s'assurer justement que toutes les équipes puissent alimenter le Airtable sans que ça leur prenne 3 fois plus de temps. Ok. Une autre question. Alors du coup, comment vous attribuez la création de nouveaux composants pour le design system? Aux développeurs? Je pense aux développeurs, ouais. La question, c'est comment vous arbitrez. Ah, pardon. Comment vous arbitrez à la création de nouveaux composants pour le design system? Julien, peut-être que tu peux compléter, mais souvent, c'est plus les développeurs qui font partie du projet qui vont implémenter le composant en même temps, donc avec ces différents états. Donc, en fait, c'est plus le membre de la squad qui va implémenter le composant. Je ne sais pas si, Julien, tu vois autre chose à rajouter. Je pense que ce n'est pas exactement la question posée, c'est plutôt comment est-ce qu'on décide de créer un nouveau composant? Ah. Eh bien, c'est très simple, c'est quand les composants actuels ne répondent pas aux besoins ou aux problèmes qu'on doit résoudre, en fait. Quand ça ne répond pas aux besoins utilisateurs, des fois, il faut soit adapter l'état d'un composant existant, soit en créer un autre. Donc, c'est juste quand la solution ne convient pas, on crée une nouvelle solution. Parfait. Il y avait une question concernant les partages des slides que vous avez présentés. Est-ce qu'en fait, vous pouvez les partager après avec les personnes ou pas? Ouais. Ok, parfait. Top. Et il y avait quelqu'un, juste pour clôturer la session questions, qui demandait la vidéo. Vous avez parlé d'une vidéo, d'une presse sur le design system, etc. Si vous pourriez nous donner ce lien-là aussi, s'il existe un replay de ça serait super cool. Ouais. Le lien, il est partagé, ouais. Ok. Je vais le remettre directement. De toute façon, pour que tout le monde sache, dans la vidéo qu'on mettra sur YouTube, on mettra tous les liens, des ressources, etc. dans les descriptions de la vidéo. Merci beaucoup, la team Itch. C'était super cool. Merci. Cool. J'enchaîne direct. Vous faites une petite... Écoute, tu m'as l'air très bien parti, donc si ça te va, vas-y Andrea, avec plaisir. Cool. C'est nickel. Je pars du principe que là, vous... Nickel. Oui. On est en train, c'est bon. C'est super, super. Écoutez, bonsoir. Je suis ravi de prendre la suite de la deuxième partie pour compléter ce que Itch a dit. Pour ma part, donc, je vais rester sur le sujet collaboration, designer, développeur. Et je vais plonger un peu plus dans les détails sur des petites tactiques, des petites astuces qui peuvent vraiment permettre de fusionner l'activité des designers et des développeurs. Et du coup, je vais essayer de donner un point de vue à la fois designer, à la fois développeur, pour que vous puissiez implémenter quelques techniques dès demain. Du coup, la présentation elle va se résumer vraiment à 7 astuces pour fusionner le design et le développement. Et du coup, juste avant de commencer, quelques petits mots sur moi-même. Donc, je m'appelle Andreas Blondeau. Je suis du coup designer et développeur. Donc, moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je design sur Figma et ça fait 1 an que je suis développeur Vue. Et alors, moi, de formation, je suis un ingénieur. J'ai fait principalement des maths et de l'algèbre. Et puis, finalement, je suis tombé dans les sombres abysses du design. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui me permet un petit peu ces différentes expériences qui m'ont permis d'explorer à la fois le côté technique du développement et aussi le design centré utilisateur. Aujourd'hui, je développe une startup qui s'appelle Wego. Ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie la finance et la comptabilité pour les startups.
On le fait d'un point de vue qui est très centré utilisateur. Et en fait, moi, de base, je connais rien du tout à la finance. Je connais rien à la compta. Et en fait, tout ce que je fais, je l'ai appris des utilisateurs que j'ai interviewés. Et du coup, c'est une solution qui est pensée pour les gens qui, comme moi, sont allergiques à la compta. Du coup, je suis tout seul sur le projet. Je m'occupe du design et du développement. Et du coup, j'ai appris énormément de choses et notamment des choses que je voulais vous partager. Pour vous donner une petite vue sur mon process de développement, donc j'alterne entre 4 phases. J'ai d'un côté une phase de recherche et de prototypage, et ensuite j'enchaîne sur vraiment une implémentation en développement, et ensuite une boucle de retour où je fais tester et j'apprends de mes utilisateurs, et la boucle est bouclée et j'itère comme ça tous les jours, toutes les semaines. Du coup, pour cette présentation, je vais vraiment me présenter juste sur quelques aspects de ce process, et notamment, je vais vous présenter quelques outils sur la partie prototypage, notamment des logiciels comme Figma que j'utilise beaucoup. On a parlé aussi tout à l'heure de Airtable et aussi de Whimsical, qui est l'équivalent de Miro, donc l'outil que Itch utilise. Moi, j'utilise Whimsical. Côté développement, je vais vous parler un petit peu de Vue.js, mais en fait, ça va pas être très spécifique à Vue. Ça va être très général, et aussi je vais parler de la librairie Sass, et enfin sur la partie documentation, je vais parler un petit peu de Notion. Donc mon objectif, c'est de vous donner quelques techniques actionnables pour faire en sorte que vous puissiez développer des applications qui ressemblent à votre design. Cette présentation, elle s'adresse du coup aux 2 types de profils, que vous soyez designer ou développeur. Je vais essayer du coup sur chacune des astuces de donner un point de vue soit de designer, soit de développeur. Et ça s'adresse à vous surtout si, comme moi, vous avez déjà connu des processus où finalement, en fin de compte, le design ne ressemblait pas du tout à l'application, et que vous vous êtes juré que plus jamais, jamais, jamais ça se reproduirait. Et donc, si comme moi, vous êtes dans ce cas-là, j'espère que cette présentation pourra vous donner quelques tips. Du coup, c'est parti. On va voir 7 astuces pour fusionner le design et le dev. Et du coup, sans transition, je vais commencer directement par la première astuce, qui est l'import du design system dans votre application. Et du coup, ça, c'est une technique qui vraiment concerne à la fois les designers et les développeurs. Du coup, un design system, si vous êtes familier avec le concept de design system, en général, c'est composé, il y a différents piliers, différents composants dans un design system. On va retrouver notamment la gestion de la typographie, les couleurs, les ombres. Et là, dans mon cas, par exemple, ici, c'est un screenshot de mon design system de couleurs. Du coup, l'astuce, c'est qu'à la fois, vous avez votre librairie sur votre design, et l'idée, ça va être d'avoir la même librairie dans votre code. Et donc, du coup, pour vous donner un exemple un peu concret, à gauche, j'ai typiquement mon design system qui est scindé en plusieurs éléments, et dont notamment la gestion des ombres et la gestion des couleurs. Et sur la droite, vous allez retrouver dans mon application, j'ai des fichiers styles qui correspondent à chacun de ces composants du design system. Donc, par exemple, ici, on retrouve les couleurs et les ombres. Petite parenthèse, dans cette présentation, vous allez beaucoup m'entendre parler de SCSS. SCSS, ça signifie SASSI CSS. C'est une technique de CSS qui est un petit peu plus avancée, qui vous permet de gérer, finalement, ça simplifie votre gestion du CSS. C'est ce qu'on appelle un préprocesseur. Je rentre pas dans les détails, mais du coup, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Je vais en parler beaucoup dans la présentation. Donc, SCSS, c'est du CSS avancé. Pour vous donner très concrètement un exemple, moi dans mon application, j'ai un fichier dans lequel j'importe chacun des éléments de mon design system, et donc c'est comme ça que je compile tout mon design system dans mon application. Donc du coup, ce qui se passe à gauche sur Figma se retrouve dans mon application. Donc pour vous donner un exemple très concret, on va prendre les couleurs. À gauche, j'ai par exemple ma palette de couleurs sur Figma. Donc là ici, c'est ma palette de gris. Et sur la droite, on retrouve exactement dans mon fichier de gestion des couleurs la même palette de gris, et je respecte aussi la même convention de nom. Comme ça, si je m'adresse aux designers ou aux développeurs, on parle le même langage. Peut-être une petite parenthèse que j'avais oublié de préciser, je ne sais pas si c'était clair, sur le développement de Luego, je suis tout seul, donc c'est aussi à mettre en perspective. Il y a beaucoup de processus entre les deux de communication qui n'ont pas lieu, puisque je suis la même personne. Mais en tout cas, les principes s'appliquent si vous avez séparé la notion de designer et de développeur dans vos organisations. Du coup, ce qu'on a fait pour les couleurs, en fait, vous reproduisez la même chose pour chaque composant de votre design system, donc sur la gestion des typographies et la gestion des ombres.
Et en principe, vous avez du coup un design system qui est bien synchronisé avec votre application. Donc ça, c'était la première astuce. Astuce numéro 2, utiliser des variables natives CSS. Alors, cette technique, je vais passer très rapidement dessus, ça s'adresse principalement aux développeurs. Si vous avez déjà touché au front-end, vous êtes peut-être familier avec ce qu'on appelle les variables préprocessées. Ce sont ces variables sur CSS qui sont précédées d'un signe $. Et du coup, par exemple, je définis ma couleur bleue. Et dans mon code, je vais vouloir mettre un fond d'écran bleu. Et donc, du coup, je vais appeler ma variable bleue. Alors ça, c'est une technique qui marche très bien. Aujourd'hui, il y a une technique un peu plus pratique qui s'appelle les variables natives, ce que je vous encourage à utiliser. Donc, les variables natives, c'est similaire, sauf que je vais prendre ma variable et je vais la définir en fait dans une balise qui s'appelle le root, donc c'est la racine. Et je vais pas mettre un signe $, elle est précédée de 2 tirets, donc c'est la convention qui est choisie pour les variables natives, et je vais l'appeler de la même manière en utilisant la fonction var, la fonction variable de CSS. Alors, l'avantage que ça présente, c'est que ça rend en fait votre CSS, enfin votre style plus flexible. Notamment, ça vous permet de changer les valeurs plus facilement, notamment avec des media queries. Donc, les media queries, c'est par exemple pour gérer la taille de vos écrans, ou c'est directement manipulable avec du JavaScript. Un cas d'application concret, c'est la gestion du dark mode. Donc, peut-être certains d'entre vous ont déjà essayé d'implémenter un dark mode ou vont le faire. Si vous utilisez des variables natives, ça se fera en un claquement de doigts, sinon ce sera un peu plus compliqué. Et typiquement, sans rentrer dans les détails, ici on a un cas où lorsque le dark mode est activé, ben en fait tout à l'heure cette valeur qui était bleue, on va lui assigner une couleur plus sombre et du coup la couleur de notre fond d'écran vient de changer. Et donc ça se fait en un claquement de doigts lorsque vous utilisez des variables natives. Astuce numéro 3, c'est la dernière astuce côté technique, et après je vais revenir sur des techniques plus de designer. Ça, c'est une petite technique, une petite astuce pour les développeurs, c'est imbriquer vos classes CSS. Typiquement, pareil, si vous avez déjà touché au front-end, quand vous voulez définir un élément de design, comme par exemple une carte qui contient la photo d'un utilisateur et le nom de l'utilisateur, vous allez souvent créer 3 classes. Une classe pour gérer le style de la carte, une classe pour l'avatar et une classe pour le texte. Il y a une technique un peu plus avancée qui est plus simple, c'est l'imbriquement avec faire des imbrications. Donc, comment ça se passe? Ça reprend un petit peu les mêmes codes, sauf que vous allez rentrer vos composants, enfin vos styles pour l'avatar et pour le texte à l'intérieur du style de la carte, notamment en utilisant le signe « et ». Et en fait, ce que ça vous permet vraiment d'imbriquer tout le style de la carte à un seul et même endroit, et ça vous évite d'avoir du CSS dispersé entre plein de fichiers ou plein de lignes. Juste pour reprendre un autre exemple, si vous gérez des boutons, par exemple, vous avez un état pour les boutons, vous avez la classe du bouton, et vous voulez peut-être changer le style si jamais l'utilisateur passe la souris sur le bouton, ou si jamais il clique sur le bouton. Avec du SCSS, c'est un peu similaire, sauf que ça ressemble à ça. On imbrique tout le style à l'intérieur du composant bouton. Comme ça reste assez clair. L'avantage que ça apporte, c'est plus de structure, plus de flexibilité, plus de lisibilité. Donc, du coup, ça rend votre design system beaucoup plus facile à gérer quand vous passez à l'échelle. Et donc, du coup, plus facilement gérable. Et a priori, vous ferez du design de meilleure qualité ou en tout cas plus rapidement. C'était fini pour les conseils techniques. Je reviens sur maintenant quelque chose de beaucoup plus digestible. Astuce numéro 4, créer un design system, enfin créer un système consistant. Donc consistant, c'est faire les mêmes choses et les répéter tout le temps pour que ça devienne prévisible pour les développeurs. Ça vous facilitera beaucoup les choses. Donc on commence par la typographie, soyez consistant sur l'usage de la typographie. Donc par défaut, moi j'utilise 16 pixels. C'est ce qui est présent 90% du temps dans mon développement. Et du coup, 90% du temps, j'ai pas besoin de me poser la question de la taille de la typographie. Pareil pour les dimensions. Par défaut, la convention dans le design en ce moment, c'est d'utiliser des multiples de 8. Donc moi, mes composants, ils ont toujours une taille de 24 pixels, 32, 40, 48, 56, 64. Et le fait de manière consistante crée deux choses, c'est facile, enfin ça crée une consistance visuelle, donc une certaine esthétique, et aussi pour le développeur, c'est facile à gérer, il n'y a pas de surprise.
Pareil pour les espacements, soyez consistants. Pareil, la norme, c'est des multiples de 8. Et si vous respectez un espacement consistant, ben, vos développeurs, en fait, ils auront moins à réfléchir et ils vous diront merci parce que ce sera assez clair. Ça respecte une certaine arithmétique, donc une certaine arithmétique, ouais, une certaine logique, et du coup, ce sera assez simple de développer. Astuce numéro 5 qui concerne les designers et les développeurs, synchroniser les composants. On vient d'en parler, justement, Itch venait d'en parler. Le premier élément, les composants, donc c'est un concept qui est bien connu du coup soit des designers sur Figma ou soit des développeurs. Donc en fait, ce concept de composants sur Figma, il existe et il est transposable sur que vous développiez en Vue ou en React ou avec d'autres frameworks. A priori, la règle du pouce, c'est si c'est un composant sur Figma, a priori, ce sera un composant sur Vue. Donc si vous créez des composants sur Figma, communiquer avec vos développeurs pour vraiment leur tenir informés de la liste des composants que vous créez pour qu'eux aussi puissent adapter leur code et qu'il n'y ait pas de surprise. Et voilà, c'est une règle au doigt mouillé. Il y a toujours des exceptions, mais de règle générale, composants sur Figma, composants sur Vue. Conseil numéro 2, il a été également abordé, c'était celui d'harmoniser les noms. Donc, lorsque vous créez des composants, ben, on passe facilement de 10 à 20 à 50. Et du coup, il se passe la même chose dans le code. Et du coup, essayez de communiquer régulièrement pour maintenir les mêmes noms et les mêmes standards. Ça vous facilitera la vie. Cool. Astuce numéro 6. Soyez visuel dans la communication. Typiquement, quand vous passez votre design à vos développeurs, évitez les documentations verbeuses ou surdocumentées où il faut vraiment réfléchir pour comprendre ce qui se passe. Comme toujours, si vous designez des interfaces pour des utilisateurs ou si vous designez des documentations pour les développeurs, c'est toujours la même chose. Restez simple, restez visuel et du coup communiquez plutôt des choses de manière assez visuelle pour qu'on comprenne exactement l'état des choses et ce que vous voulez communiquer. Et du coup, quand vous donnez un document comme ça à des développeurs, ils comprennent exactement normalement ce qui se passe et du coup l'état des différents composants. Dernière astuce, maintenir un product changelog. Donc un product changelog, c'est un document dans lequel vous référencez 3 choses. Les nouveautés, donc les nouvelles fonctionnalités que vous développez, les améliorations et les bugs réglés. Alors le dernier point, il est très important. Comme quand on développe du logiciel, on a des bugs et c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et en fait, le Product Changelog est aussi un document dans lequel on dit de manière transparente tous les bugs qu'on a réglés dans le logiciel. C'est un document, du coup, qui vit à l'intersection de 3 personnes. Ça vit à l'intersection du designer et du développeur. Et aussi, si vous le rendez public, c'est accessible à vos utilisateurs. Et c'est super bien. Les utilisateurs adorent lire les Product Changelog. Et du coup, c'est vraiment un document qui résulte de la collaboration justement du designer et du développeur, et c'est super bien en termes de cohésion et de communication. Donc typiquement, pour exemple, moi j'ai mon product changelog qui est public, donc vous pouvez aller le voir sur news.luego.eu, et donc c'est un document dans lequel je référence toutes les fonctionnalités qui sont développées et les bugs qui sont résolus. Et si vous voulez un autre exemple, pour moi, l'état de l'art, c'est la section What's New de Notion. Vous allez du coup vous tapez sur Google Notion Changelog et vous trouvez ce document qui est pour moi une référence du changelog. C'est une super source d'inspiration. Donc voilà. Cool. Et du coup, je vois que j'ai le temps, donc je vais enchaîner juste sur un bonus. Alors celui-ci concerne principalement les designers ou même les product managers, mais c'est une astuce qui je trouve intéressante et qui vaut la peine d'être partagée. C'est le fait d'avoir un processus d'idéation proactif. Donc ce que j'appelle proactif, c'est le fait d'avoir déjà généré des idées avant de savoir avant d'en avoir besoin. Donc typiquement, en général, quand on développe, on va peut-être se retrouver à un moment où il y a quelque chose qu'on doit résoudre, ou une nouvelle partie de l'application qu'on doit développer, ou une nouvelle fonctionnalité. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de là, on va faire nos recherches, et à partir de ce qu'on a trouvé, on va faire une idéation. Le processus d'idéation proactif, c'est de renverser l'ordre et de récolter déjà des idées
avant de savoir qu'on va développer cette nouvelle fonctionnalité. Donc, comment ça se passe? Tous les jours, on utilise tous des applications où on va tous sur des sites web et il y a certaines choses qu'on trouve intéressantes. L'idée, c'est de capturer un screenshot et de garder tout ça dans un Airtable. Donc, moi, par exemple, ici, c'est un screenshot de mon Airtable sur lequel, en fait, je récupère toutes les idées que je trouve sur des applications et ensuite, je les garde dans mon Airtable et je les classifie par section. Donc là, par exemple, ce qu'on voit sur le screenshot, j'ai une section onboarding où j'ai des screenshots d'onboarding, une section avec des paramètres, une section avec des erreurs, des pages d'erreurs, une section avec des modales, par exemple, qui apparaissent. Et du coup, en fait, quand j'ai un problème dans mon application ou une nouvelle fonctionnalité à développer, en fait, je ne vais pas à la recherche de nouvelles idées, je regarde mon document Airtable et en général, c'est là que je trouve toutes les bonnes idées dont j'ai besoin. Donc, ça réduit vraiment mon temps d'idéation, ça le rend extrêmement rapide. Voilà, c'est terminé. C'était du coup 7 astuces pour fusionner le design et le développement. Et du coup, donc là, pour revenir un petit peu, donc tout le processus de développement, là, on a vu quelques petites parties. On n'a pas du tout parlé d'implémentation et de techniques de test ou même de techniques de recherche. Là, c'était juste une toute petite partie, mais en tout cas, si jamais vous avez des idées même sur les parties qui ont été abordées ou même pour aller un peu plus loin, je serais ravi de vous partager mes meilleures techniques. Et du coup, j'en profite. Luego, du coup, c'est une boîte qui est née pendant le confinement, donc le premier confinement. Et actuellement, je suis en version bêta. Et si jamais justement le problème de la c'est un problème qui vous parle. En ce moment, il y a je constitue le premier badge d'utilisateur. Donc, si jamais ça vous intéresse de faire partie du premier badge ou même de me faire part de vos retours d'expérience ou de vos idées, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire, vous pouvez aller sur le site luego.eu et vous inscrire. Et à partir de là, on va pouvoir échanger. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. C'était un plaisir pour moi de vous partager toutes ces infos. Donc mon nom c'est Andreas Blondeau et du coup je serais ravi si vous voulez échanger ou m'envoyer un mail à andreas@luego.eu. Je serais ravi de continuer cette conversation. Donc voilà. Peut-être on va prendre une session de questions-réponses. On va enchaîner avec les questions. Merci beaucoup Andreas, c'était vraiment très très cool. Yes. Alors, merci beaucoup, Andrea. Il y a une question qui a eu 9 votes. Que penses-tu de la méthode de créer des composants à partir des composants de librairie, exemple Beautify, et de les redesigner ensuite, sinon les faire de A à Z? Ah ouais. Ouais, très bonne question. Alors, la question des design systems, moi, c'était vraiment un problème. Je n'ai jamais réussi à prendre un design system existant et à travailler avec. Je n'ai jamais réussi. Je n'arrive pas parce que ça bride un petit peu ma créativité. Du coup, alors, moi, je suis un from scratcher. Donc, le design system de Luego, je l'ai créé de zéro. Et en fait, je l'ai fait évoluer au fur et à mesure des idées et des besoins. Donc, voilà. Donc, pour répondre à cette question, je ne suis pas le plus habilité. Moi, je démarre tout de zéro. Donc, et je ne sais pas travailler avec des design systems existants. Alors, une autre question de Sabrina, elle demande en fait comment gérer le dark mode pour les designers, les variantes et les différentes librairies et les plugins aussi. Alors, du coup, là, on parle de la partie, enfin, je vais peut-être répondre sur les deux parties. Peut-être on parle de la partie Figma ou de la partie, développement. Ah ouais. Sur la partie Figma, donc la première chose, c'est qu'il y a eu la nouvelle fonctionnalité de Figma qui permet de gérer justement les états des composants. Et donc du coup, déjà, on peut déjà créer un état dark mode, et on peut activer l'état. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette fonctionnalité, mais c'est une fonctionnalité qui a à peu près 1 mois. Et donc, les variantes, c'est ça. Voilà, les variantes. Donc ça, c'est la première chose. Donc, vous pouvez gérer les variantes avec Figma de cette manière. Autrement, il existe aussi
comment on appelle ça, des extensions Figma. Comment ça, c'est le mot. Les plugins, ouais, des plugins Figma pour gérer les dark modes. Moi, personnellement, sur Luego, je n'ai pas encore implémenté de dark mode, donc j'ai pas vraiment creusé la question. Mais le jour où je le ferai, du coup, avec cette technique des variables natives, en fait, ça se fera en une après-midi. En fait. Ce ne sera pas très long, il faudra juste que je définisse les couleurs opposées et tout mon design system va s'adapter. Alors, une autre question sur le métier de full stack designer. Demande en fait, est-ce que de plus en plus recherché? Oui. Il y a un an, par exemple, je regardais les offres d'emploi pour Notion. Et Notion, à l'époque, quand ils étaient évalués 2 milliards, ils étaient que 13 personnes dans l'équipe de Notion. Et je regardais les profils qu'ils recherchaient. Ils recherchaient des full stack designers et full stack développeurs en une seule personne. Donc, c'est des profils qui sont extrêmement recherchés, je pense, puisque ça raccourcit les cycles de développement. En une seule personne, c'est et dev et designer? Exactement. Okay. Ça marche. Et il y a une autre question concernant ton parallèle Figma CSS. Ça fait pas beaucoup de fichiers Figma pour des éléments que tu pourras gérer par page. Tu vois de quoi, enfin, je pense comprendre la question. Tu sais, à un moment, quand tu avais en parallèle ton fichier Figma et tes librairies, et on a vu que tes librairies Figma, au lieu d'être une seule librairie pour ton design system, etc., c'était une librairie par mes ombres, tes couleurs, etc., etc. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Oui, c'est vraiment. Alors, le premier, c'est de les laisser assez modulaires. Comme ça, c'est assez simple. Les couleurs, je les gère dans un fichier qui s'appelle couleurs. Les ombres, je les gère dans un fichier qui s'appelle, dans un fichier qui gère les ombres. Ensuite, il y a ce qu'il faut savoir. Alors, il y a une méthode sur Figma et pas forcément tout le monde est au courant, c'est la gestion des librairies. Donc, quand vous utilisez des styles, vous avez une section sur Figma où vous pouvez publier votre librairie. Et ensuite, cette librairie, vous pouvez l'importer dans n'importe quel de vos fichiers. Et du coup, ça fait que vous pouvez éclater votre design system et dans un fichier donné, par exemple, vous allez importer toutes vos couleurs, toutes vos ombres, etc. Et donc, du coup, le fait de bien séparer votre design system rend chaque partie modulable et les librairies vous permettent de recomposer votre design system dans n'importe quel fichier. Et là où c'est très bien fait, c'est que quand vous mettez à jour votre design system, vous pouvez justement mettre à jour, vous republiez la librairie et tous vos éléments qui utilisent cette librairie vont se mettre à jour. Donc, c'est un peu l'équivalent sur GitHub de faire un commit une fois que vous avez fait un changement. Ok. Une autre question qui demande comment gères-tu le versionning entre ton design system et les composants et l'implémentation côté dev? Ouais. Alors, ça, c'est. Moi, je ne vais pas avoir le même défi que Itch parce que je suis tout seul à le faire. Donc, de manière assez classique, si je mets à jour. En fait, ça va dans les deux sens. Donc, si je suis sur Figma et que je mets à jour le composant, je vais le mettre de suite à jour dans mon code. Et inversement, parfois, il arrive d'itérer rapidement avec du code. Et si je change le composant sur le code, je vais aussi revenir dans Figma et du coup changer mon composant sur Figma pour faire en sorte que l'application et le Figma soient toujours les mêmes. Ok. Il y a une question pour Luego. En fait, il demande est-ce qu'il est adapté pour les comptas de freelancers ou pas? C'est une bonne question. Je vais répondre très rapidement. L'idée de Luego, on ne fait pas du tout la compta. On facilite la compta, mais ça implique que forcément tu as toujours un comptable. Donc aujourd'hui, il y a plein de startups, la majorité des startups ont des comptables parce que faire la compta soi-même, ça te prend du temps, surtout quand tu es une boîte. Donc nous, on arrive vraiment sur cette partie-là. Après, sur les freelancers, l'idée sera d'y arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore le focus principal. C'est vraiment les entreprises, les startups de moins de 3 ans. Ok. Il y a une autre question, pourquoi ne pas mettre tes benchmarks dans Figma directement?
Ouais, alors, très bonne question. En fait, comme tu l'as vu, le fait de le gérer sur Airtable, ça fait que j'ai vraiment une vision très carrée et bien structurée. Et du coup, j'ai des onglets spécifiques. Et en fait, moi, sur mon Airtable, j'ai une quarantaine d'onglets, une quarantaine de sections. Et t'imagines bien que sur Figma, en fait, ce serait très difficile à gérer. Alors que sur un Airtable, ça reste assez concis. Et donc, du coup, dès que j'ai fini ma recherche, je referme toutes les sections. Comme ça, j'ai un document qui est assez facile, c'est assez facile de naviguer. Parfait. Alors, il y avait une autre question. Ça veut dire quoi, Hugo, du coup? Luego, alors, luego, en espagnol, ça veut dire ce qui vient après. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais. On a posé. Si vous avez des dernières questions, vous pouvez les balancer direct dans le chat si vous voulez, les dernières petites questions pour Andreas. Bah, en tout cas, cool. Bah, en attendant l'arrivée des prochaines questions, en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, vous pouvez soit aller faire un tour sur Luego si vous êtes intéressé, inscrivez-vous et puis on va pouvoir échanger. Et sinon, Andreas Blondeau, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Cool. Bon, ben merci Andreas. Merci. Du coup, je vais reprendre doucement la parole pour clôturer gentiment ce premier événement. C'était vraiment très très chouette. On a appris plein de choses. C'était très très intéressant d'avoir deux visions assez différentes et deux retours d'expérience très différents. Une équipe qui est déjà beaucoup plus structurée du coup que Andrea qui pour l'instant a toutes les casquettes carrément. Et c'était vraiment très très intéressant. On a eu beaucoup de commentaires dans le chat qui vous remercient, qui vous disent bravo. J'ai vu passer des mais quel génie. Donc dans l'ensemble, je pense que les gens ont bien aimé la présentation, enfin les présentations. Et du coup, tranquillement, pour clôturer, on va dans les prochains jours sûrement vous envoyer un petit sondage pour prendre un peu la température de ce que vous avez aimé, pas aimé, moins aimé, des questions que vous aurez, etc. On va vous annoncer aussi prochainement la date approximative de l'événement, du prochain événement. Donc honnêtement, là, c'était pas encore exactement, mais notre fenêtre, c'est à peu près tous les 2-3 mois. Et on vous encourage, si vous avez encore envie de discuter avec Andreas, avec la team de Hitch, etc., à vous rejoindre sur le Slack. Évidemment qu'on essaiera de répondre à un peu tout sur tous les canaux possibles, comme le LinkedIn ou autre. Mais on est tous les trois bénévoles avec des boulots à côté. Donc, le plus simple pour tout le monde, enfin pour nous en tout cas, honnêtement, c'est que si tout le monde se retrouve sur ce petit Slack, c'est cool parce que du coup, les discussions sont peut-être un peu plus fluides. Et puis sinon, si vous voulez discuter ailleurs, il n'y a pas de souci. La vidéo de cet événement sera disponible sur YouTube dans les prochains jours. Ouais. On vous mettra dans la description, comme je vous disais tout à l'heure, tous les liens. Peut-être même quelques petites ressources, des petites choses dont on n'a pas parlé, mais d'articles intéressants qui étaient liés au sujet ou autres. Donc, on va vous mettre ça. Le lien du Slack, je vois quelqu'un qui demande le lien du Slack. On va vous redonner tout ça aussi. Et voilà, moi, pour ma part, je tiens à remercier encore une fois Julien, Elodie, Angie, Andreas, Yacine et PA, du coup aussi, Pierre-Antoine, pour le temps, leur énergie, leur implication là-dedans. On espère que ça vous a plu. C'est le tout premier, on espère en faire d'autres. Et puis, on espère que vous avez bien kiffé et qu'on se reverra peut-être pour de prochains événements en vrai dans quelques mois. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Merci. Salut. Salut, à bientôt. Bonne fin de soirée, bon début de soirée, bonne fin de journée. Salut.